Donc merci, encore bravo pour la qualité des intervenants ce matin et cet après-midi. Et merci aussi aux organisateurs. Nous allons reprendre avec vos questions parce que c'est la spécificité aussi de cette journée, c'est aussi et surtout de vous entendre. Vous êtes venus avec des questions, vous êtes venus avec peut-être des faits assez précis. La parole doit être libre. Et nous allons essayer de poursuivre cette plus d'une heure d'échange à présent en vous écoutant. Pour celles et ceux qui étaient là ce matin, vous avez vu à quel point la parole était nourrie. Je ne doute pas que cet après-midi, il en soit de même. Donc, merci à vous. Nous sommes repartis. Vos questions, vos interrogations. Il y a aussi les experts qui sont face à vous ici à la maison des associations. Mais nous allons repartir sur des questionnements avec peut-être ces différentes questions sur les dépistages en population, peut-être qui pourraient être sans doute le point de départ de nos échanges ou des questions. Allez-y, les micros sont de chaque côté de la salle, en remerciant celles et ceux qui vont vous les faire passer. Monsieur, merci à vous de lancer les questions et il y aura ensuite monsieur là-haut. Oui, j'avais une question sur la finalité des tests génétiques et notamment des tests anténataux, c'est-à-dire des tests sur l'embryon. Puisque, évidemment, la situation est extrêmement différente de tests sur des personnes adultes ou sur des gamètes. Puisqu'il s'agit quand même d'une personne, alors on peut dire personne potentielle, je ne sais pas, enfin le débat est toujours ouvert, mais en tout cas d'une personne qui est appelée à être, qui est déjà un être humain. Alors, là, c'est un peu l'ambiguïté de l'appellation interruption médicale de grossesse. Je pense que la fonction de la médecine, c'est de guérir. Donc, l'interruption médicale, si c'est soigner la maladie en éliminant le malade, alors je fais schématique, mais derrière ça, c'est la question de jusqu'où faut-il aller sur l'utilité de ces tests. Et je rejoins monsieur le professeur de Couporé par rapport à la question, je veux dire, aucune santé n'est parfaite. On souffre tous quelque part dans notre corps. Si c'est pour avoir une vie parfaite, il n'y aura plus beaucoup de vie sur Terre. Voilà. Merci à vous. Donc, questionnement ou proposition également. Vous avez tout le loisir de répondre lorsque vous le souhaitez. Madame, professeur, allez-y. Merci de cette question. Donc, je propose de commencer à répondre, mais peut-être qu'après, je pense qu'un complément par l'homme de loi, ça sera utile. Je crois qu'il faut vraiment rappeler que le diagnostic prénatal a pour vocation, a deux vocations. L'une est de pouvoir traiter ces situations rares, mais le fœtus qui est atteint d'une maladie, et j'avais pris tout à l'heure l'exemple de la maladie, l'incompatibilité Rhésus, ou par exemple l'hyperplasie congénitale et surrénale, il y a probablement d'autres situations. C'est une situation rare, mais l'autre situation, c'est le diagnostic prénatal peut conduire à une interruption médicale de grossesse. Le mot médical est très important. C'est pas, bien sûr, ça reste, c'est selon la volonté de la femme enceinte, pas du couple, mais de la femme enceinte. Mais je dirais que l'acceptabilité de l'interruption médicale de grossesse, elle est donnée par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal qui examine la gravité de la maladie annoncée et son incurabilité au moment du diagnostic. Ça veut dire au moment du diagnostic entendu prénatal. On fait pas on n'est pas dans la perspective dans les 10 à 20 ans, voire plus tard. Et comment dire, peut-être que derrière votre question, il y a aussi les dérives eugénistes qui sont sur lesquelles il faut non seulement s'interroger, mais sans pas se prémunir. Et il me semble que les meilleurs éléments, ce sont d'abord que une société s'engage à poursuivre la recherche pour chacune des maladies qui peuvent conduire aujourd'hui à une interruption médicale de grossesse. Et puis, c'est aussi l'accueil des personnes malades, des enfants, puis des adultes,
malades. Voilà, donc peut-être quelques éléments de réponse. Mais vous pouvez peut-être... Oui, alors sous le regard du droit, les choses rejoignent sensiblement ce que la médecine peut en dire. Le risque, c'est celui de la mise en œuvre de procédés qui pourraient conduire à une forme d'eugénisme. Enfin, et alors, les pratiques eugéniques sont interdites. Je l'ai indiqué dans mon propos au tout début, à l'article 16-4 du Code civil, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Et dans un des alinéas suivants, il est précisément indiqué que les pratiques eugéniques tendant à la sélection des personnes sont interdites. Alors ensuite, la question est de savoir si la mise en œuvre des interruptions de grossesse résultant de diagnostics prénatal peuvent être envisagées comme des pratiques tendant à la sélection des personnes. C'est une vraie question de droit. Est-ce que l'article 16-4 alinéa 2 s'applique à la question? Chaque fois que le Conseil d'État, ou toutes les juridictions administratives ont été saisies de recours en annulation, d'arrêtés, de décrets, etc., qui mettaient en œuvre des procédés diagnostiques sur ce fondement-là, systématiquement les recours ont été rejetés, considérant qu'il ne s'agissait pas ici de pratiques eugéniques tendant à la sélection des personnes. Alors pourquoi? Principalement parce qu'au départ, il y a une manifestation de volonté, il n'y a pas ici de politique coercitive, ou même de politique collective. C'est la réponse aussi qu'a donnée le CCNE. Alors, il ne s'agit pas ici d'une réponse juridique, mais enfin, au CCNE, il y a tout de même des juristes, et Karine Lefebvre qui est là en études. Et donc, le CCNE, dans plusieurs avis qu'il a rendus, a expliqué, enfin, en tout cas, dans au moins un, que dès lors qu'il ne s'agissait que de pratiques individuelles, on ne pouvait pas parler de pratiques eugéniques. Mais la question a également été posée au moment de l'ouverture des précédents États généraux. Elle a été posée au groupe de travail du Conseil d'État, auquel participait le professeur Feuillet, par le Premier ministre. Dans la lettre de mission qu'il avait adressée au Conseil d'État, il était indiqué, alors c'était par rapport à la trisomie 21, qu'on constatait que, alors si je me trompe sur les pourcentages, vous me rectifiez surtout, mais 96% des fœtus diagnostiqués porteurs de la trisomie 21 étaient avortés. Ne faut-il pas voir dans ces chiffres une pratique eugénique tendant à la sélection des personnes? Et alors la réponse qui est faite par le Conseil d'État est une réponse qui est un peu plus nuancée que celle qu'avait fait le CCNE, puisque le Conseil d'État affirme que une pratique eugénique tendant à la sélection des personnes peut résulter de décisions individuelles convergentes dans une société poursuivant la recherche, sinon de l'enfant parfait, du moins indemne des maux les plus graves. Par conséquent, cette question, c'est une question qui est effectivement une question très importante, ce n'est pas une question qui est ignorée par le droit, même si elle reste ouverte enfin, si le sujet reste préoccupant, il y a des réponses, et vous voyez que ce sont des réponses qui ne semblent pas tout à fait définitives, en tout cas sur certains sujets. Mais enfin, voilà, sous l'angle du droit. Est-ce que je peux... Allez-y, complément. Allez-y sur un complément. Pan de la réponse, parce que vous placiez les choses sur un plan plus général en parlant du désir de l'enfant parfait qui rejoint l'utopie de la santé parfaite. Or, j'ai lu tout à l'heure, on parlait de l'extravagante définition officielle de la santé, la définition qui sert de norme aux médecins depuis 1946. La voici cette définition. La santé est un état complet de bien-être physique, psychique et social. Alors, pourquoi extravagante? Pourquoi parlais-je d'une définition extravagante? Parce que si cette définition est vraie, alors nous sommes tous gravement malades. Donc le paradoxe, c'est que la définition officielle de la santé est une définition pathogène, au sens où elle suscite de folles attentes. Donc littéralement, c'est une définition pathogène. Il y avait à l'École nationale de la santé publique, il y a quelques années, un psychologue, je crois qu'il a pris sa retraite, Philippe Lecor,
qui disait à propos de cette définition, c'est une définition pour toxicomane. Un état complet de bien-être physique, social. Bon, le fait est qu'elle ne nous laisse pas d'autre choix que celui de la jouissance ou de la mort. Or, Dieu jouit éternellement de son existence. Pourquoi ? Parce qu'il est à chaque instant tout ce qu'il peut être. Mais ce n'est pas notre cas. Et donc, je dirais que là, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire un rapport critique, ce qui nous tient lieu de définition de la santé, avec tout pouvoir normatif qui peut être le sien, est très urgent aujourd'hui. Alors nous allons faire, comme ce matin, passer vraiment les micros pour avoir un maximum de vos réactions, de vos questionnements, de vos propositions pour que tout ceci puisse être notifié. Alors je crois, alors monsieur, mais il y a quelqu'un déjà qui a le micro. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre intervention. Alors j'aurais une question qui est à moitié une question, à moitié une remarque. Si j'ai bien compris, donc l'intérêt de la médecine préventive, c'est de détecter notamment pour les tests prénataux, de détecter à l'avance une maladie et soyons francs, pour proposer derrière éventuellement une IMG ou IVG, appelez ça comme vous voulez, en tout cas une interruption de grossesse. La question que je me pose, c'est donc on veut détecter si quelqu'un est malade, mais est-ce que c'est grave finalement ? Est-ce que c'est grave que la personne qui va naître va être malade ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt notre regard un petit peu utilitariste qui devrait être changé sur la maladie et son rapport à la normalité ? Est-ce que c'est grave d'être porteur d'une maladie ou pas, ou est-ce que justement on ne se sent pas mal à l'aise ou pointé du doigt parce qu'on est malade ? Je pense, c'est une conviction purement personnelle, que les gens notamment interrompent, vous avez parlé de la trisomie 21, donc je rebondis là-dessus, que les gens interrompent leur grossesse par peur en fait, non pas que leur bébé ne soit pas heureux après, je pense qu'il sera heureux, ça se voit pour ceux qui connaissent les trisomiques 21, mais je pense qu'en fait ils ont peur d'être pointés du doigt et surtout de se sentir un petit peu en décalage par rapport à la société. Pardon. Donc est-ce que ce ne serait pas plutôt à la société de mieux intégrer ces maladies et finalement d'admettre que tous nous pouvons être malades, tous peut-être nous le sommes, dans cette salle peut-être aussi, et que finalement c'est pas si grave que ça et ça fait partie du processus naturel de la vie. Merci pour cette réaction. Monsieur. Une question et une réflexion. La question, c'est, j'ai cru entendre qu'en cas d'anomalie génétique ayant un impact important, on a le devoir d'informer les descendants. Et vous avez même parlé de lettres recommandées si la personne ne souhaitait pas le faire par elle-même. Et alors, qu'en est-il du droit à la famille, à la descendance de ne pas savoir ? Ça me paraît réellement paradoxal par rapport au droit aux malades de ne pas savoir. La deuxième chose, c'est à propos du diagnostic préimplantatoire ou du diagnostic d'une maladie comme la chorée de Huntington. Bon, vous avez cité l'exemple de Petrucciani. Il y a Lautrec qui a écrit que s'il n'avait pas été difforme, il n'aurait pas été peintre. Il y a Van Gogh qui a peint le ciel d'Arles, sans doute parce qu'il était malade. Et on a des exemples dans la vie quotidienne de personnes qui ont eu la chance de transcender leur handicap pour devenir réellement des phares de notre vie personnelle ou des phares de la société pour les gens que j'ai cités. Alors, dans le cas de la maladie de Huntington, on peut peut-être par la relation essayer de trouver, parce que l'information est effectivement un médicament et qu'une information inadaptée, ça peut tuer, mais une information adaptée, ça peut aider à vivre et à faire son chemin. Et donc, dans la relation, quand la personne est bien présente, on peut peut-être trouver une réponse à la question que je pose, c'est faut-il ou ne faut-il pas dire ? Par contre, quand il s'agit de cellules, en dehors de connaître et de voir avec le couple concerné ce qu'il est capable d'apporter dans cette situation, qui est une approche, personne ne peut prédire quelle sera l'aptitude ou non de cet embryon à vivre et à donner un sens à son handicap. Et il me semble, de ce fait, parce que je n'ai pas de réponse, je pense que c'est des questions, il me semble de ce fait que toute loi normative est forcément fausse. C'est-à-dire que c'est une question de relation, c'est une question d'écoute et c'est une question, oui, de sens. Et j'aurais de la peine à ce qu'il y ait l'édiction de normes. Merci bien. Il y a également quelqu'un qui a un micro. Allez-y, monsieur.
On vous écoute. J'ai une question directement sur le séquençage du génome. Je suis ici. Je dois dire quelque chose. Je suis directeur de recherche en biologie au CNRS, donc je sais ce que c'est. On l'a appliqué dans notre laboratoire sur un organisme modèle qui a un génome qui est 30 fois plus compact que celui de l'homme. Aujourd'hui, cet organisme, il a été séquencé par des milliers de laboratoires, donc on a des centaines de milliers de génomes. Il y a un projet au niveau international qui est d'arriver à 1 million de mutations dans l'exome de l'organisme. On est incapable aujourd'hui de prédire l'avenir d'un ver à partir de ce génome. D'accord ? Et du coup, ça me gêne beaucoup d'imaginer qu'on va appliquer cette technique à l'homme avant même qu'on ait compris comment ça marchait. Alors, moi, c'est un hématode, mais même chez l'alvure, je pense qu'on ne peut pas le prédire aujourd'hui. J'ai vraiment du mal. Et pourtant, je veux dire, je suis chercheur. Hein, j'ai pas de... Merci. Oui, professeur. Juste un petit mot. Je vous suis tout à fait. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les données de séquence et leur transformation en une information, notamment en médecine, qui a une certaine valeur prédictive, clinique, enfin, qui nous disent quelque chose du phénotype attendu, il y a un gap énorme. Il y a encore beaucoup de travail. Et encore, aujourd'hui, on regarde essentiellement ce qu'on appelle les parties codantes des gènes, un peu plus de 1% de notre patrimoine génétique, mais voilà, on attend encore énormément de connaissances dans les parties non codantes. Donc je crois qu'il faut être d'une très grande humilité. À la fois, on sait qu'il y a des maladies graves qu'on est capable à peu près de prédire, de prédire leur gravité, et encore, mais bon, on commence, mais il y a des tas de choses qu'on ignore. Et c'est là où il y a un effort majeur de poursuite de la recherche. Et recherche c'est assez particulier, c'est une recherche internationale. Je pense que vous devez être dans ces grands consortiums qui travaillent sur les parties non codantes. Enfin, il y a des tas de choses. Donc, il y a à la fois des avancées qui sont très importantes. Le séquençage de débit et très haut débit est un outil formidable, mais à manipuler avec précaution. Voilà. Merci bien pour ce complément. D'autres questions, monsieur? Allez-y. Excusez-moi, j'ai un regard un petit peu particulier parce que je suis oncogénéticien et j'avais une question très juridique, très technique et très en vraie vie, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'informations qui ne peuvent être transmises, qui ne doivent pas être transmises ni à l'employeur ni à l'assureur, parce qu'ils ne peuvent pas poser cette question-là directement au patient. Or, en oncogénétique, on se base sur un certain nombre de critères personnels et familiaux pour estimer le risque qu'il existe une prédisposition génétique au cancer. Et ces questions-là sont abordables par les assureurs. Donc par des moyens détournés, ils ont cette information-là, ces notions, même s'ils n'ont pas la preuve moléculaire. Et donc ma question est assez simple, c'est: est-ce qu'il existe des méthodes qui permettraient de sacraliser ces données-là, tant sur un point de vue moléculaire très sensible génétique qu'au niveau de l'information et de le territoire familial? Merci. Professeur Binet. Ici, je crois qu'on discerne bien la différence entre l'affirmation d'un principe important et puis la difficulté d'appréhender le sujet dans sa complexité ou dans les détails dans les détails nécessaires. Si effectivement l'assureur n'a pas le droit de poser un certain nombre de questions relatives au patrimoine génétique, il n'a pas le droit de soumettre le client potentiel à un tel test. Le fait est que si, comme vous le dites, il peut avoir accès à des informations génétiques grâce à un questionnaire habilement tourné qui lui permet de découvrir l'éventualité d'un cancer du sein ou d'une autre maladie, bien évidemment, dans la parentèle, et si cela peut conduire à exclure le client potentiel du bénéfice de l'assurance, il y a ici
sinon un détournement de la loi, du moins une habileté qui permet d'en contourner les effets. Je ne suis pas sûr que le législateur ait eu tout à fait cela en vue, en tout cas qu'il ait conscience de cela, mais évidemment, ça mériterait d'être revu de manière à ce que par des moyens détournés, on ne puisse pas accéder aux informations dont on dit par ailleurs qu'elles ne peuvent être transmises. Donc, si j'ai bien compris votre question, je pense qu'ici, il y a peut-être une chose que le législateur devrait avoir en tête. Si je peux me permettre, puisque j'ai le micro, j'aimerais apporter un élément de réponse à monsieur qui parlait tout à l'heure de la lettre recommandée et du droit de ne pas savoir des membres de la famille. Votre question est tout à fait pertinente et elle me permet de constater que je n'ai pas dû être suffisamment précis dans mon exposé. Alors simplement pour, pas nécessairement vous rassurer, mais en tout cas pour être plus précis dans la manière d'envisager les choses. Donc cette lettre recommandée qui doit être envoyée par le médecin ne fait qu'inviter l'individu qui la reçoit. Oui, mais bon, vous allez dire que je pinaille, je vois que vous... Bon, inviter l'individu à se rendre à une consultation génétique, donc elle ne lui transmet pas l'information. Ça ne veut pas dire, oui, mais ça veut pas dire que pour l'individu ce n'est pas stressant, évidemment, hein, mais on ne lui donne pas d'emblée l'information, dans votre famille il y a de la mucoviscidose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'information n'est mise en œuvre que s'il existe quelque chose à faire. S'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'information à transmettre. Enfin, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que l'individu qui va se rendre à la consultation génétique ne va pas apprendre qu'il est atteint d'une maladie, qu'il va mourir dans 3 ans, qu'il n'y a rien à faire. Celui-là, on le laisse dans l'ignorance. Hein, voilà. Il va apprendre qu'il y a quelque chose à faire. Alors voilà, ensuite on peut s'interroger sur ce qu'il peut y avoir à faire. Ça peut être un traitement, ça peut être aussi une réflexion par rapport à des projets procréatifs. Et donc là, le domaine tel qu'il est prévu par la loi est suffisamment vaste pour qu'il reste encore de vraies questions. Hein. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste apporter cette précision pour être sûr de ne pas vous avoir induit dans l'erreur d'interprétation. Oui, alors je rebondis sur la dernière phrase, puisque les généticiens que nous sommes, quelques-uns dans la salle, n'entendent pas ce que vous dites de la même façon que vous l'exprimez. C'est-à-dire que dans la loi, il est dit qu'on doit transmettre une information lorsqu'il existe des mesures de soins ou de prévention, y compris de conseil génétique. Hein. C'est-à-dire que là où il n'y a pas ou pas encore de mesures de soins ou de prévention, et semblant d'informer la personne qu'elle est à risque de développer tel ou tel trait familial déjà identifié, suffit à justifier et à obliger cette personne à transmettre l'information. C'est bien ce qui a été reproché à un moment donné à la loi, et c'est peut-être une des évolutions qu'on peut discuter ici, je ne veux pas monopoliser la parole, mais de dire qu'effectivement, autant on comprend que cette obligation d'information à la parentèle soit obligatoire s'il existe des mesures de soins ou de prévention, autant il est plus difficile à comprendre cette obligation d'information lorsqu'il n'existe pas ces mesures de soins de prévention. Et pour autant, nous, notamment dans le cadre du corps de Huntington qui a bien été exposé par M. Poré, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de comprendre cette obligation d'information à la parentèle qui a quand même été admise par les professionnels, qui ont lu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous dire une lecture un peu différente de la loi, mais qui a été lue comme obligatoire pour toutes les prédispositions génétiques sans distinction des situations. On ne va peut-être pas entrer dans un débat, mais les conditions de mise en œuvre de cette information génétique, c'est d'abord la gravité de l'affection considérée, donc ce n'est pas n'importe quelle, hein, et ensuite, il faut qu'il y ait des choses à mettre en œuvre. Alors, le conseil dont vous faites état, effectivement, s'il s'agit d'un conseil génétique, on peut l'envisager de façon peut-être très très générale, mais je crois que dans l'esprit, il s'agissait plutôt d'un conseil en matière procréative. Et donc permettre à l'individu d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation en raison d'un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à sa descendance. Moi, je le comprends comme ça. Et je n'ai pas écrit la loi, hein. Enfin, ni la loi, ni le décret, ni l'arrêté. J'ai rien à défendre. Mais peut-être que l'interprétation est quand même un peu plus restreinte que ce que vous pensiez. Moi non plus, je ne comprends pas l'esprit de cette loi. Et pourquoi ça ne fait pas appel aux médecins
du patient, parce que sinon, pourquoi ce serait différent du sida, des hépatites, de la tuberculose, où il n'y a pas de lettre recommandée faisant injonction d'aller voir un infectiologue? J'ai l'impression que la loi fait une différence trop grande entre maladies génétiques qui se transmettent à la descendance et maladies infectieuses qui se transmettent aussi à la descendance. Merci. Alors, on a ici une question, voilà, sur le rebord de l'escalier. Allez-y, monsieur. Oui, merci. Avec la PMA et la GPA, même s'il n'est pas encore tout à fait autorisé, mais en France, mais elle est pratiquée à peu près dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, il va y avoir des enfants avec des patrimoines génétiques très différents qui seront nés avec des dons de gamètes venant d'horizons très différents. Et donc, je me pose la question, est-ce que les tests génétiques auront un intérêt, notamment les tests génétiques sur l'hérédité, sur les prédictions de maladies héréditaires, puisque on n'aura probablement plus la maîtrise de toute la hiérarchie des parents, des enfants d'une famille entre guillemets classique, puisque on aura perdu, on aura rompu la chaîne. Merci. Non, juste un mot. Juste un mot. D'accord. Non, mais juste un mot. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une généralisation du recours à l'assistance médicale à la procréation. Et donc, pour l'essentiel, je pense que Excusez-moi. Oui, c'est un argument. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples. On le montre dans des reportages où, aux États-Unis, en Inde, il y a quand même, c'est pas quand même anecdotique. Donc, je pense que dans 5, 10, 15, 20 ans, les multiplications donneront lieu à des problèmes de ce genre. Et c'est peut-être pas demain, mais dans quelques années, est-ce que ces tests génétiques auront un intérêt? À suivre. D'autres questions? Alors, il y a une question Oui. tout là-haut, je crois. Je voudrais revenir sur un aspect qui n'a pas été abordé, qui est le business qui se cache derrière toutes ces études de manipulation. Il y a actuellement, pour ce qui concerne la détection de maladies, il faut avoir en vue de proposer une solution thérapeutique. Or, la concentration des grands laboratoires fait qu'ils vont développer les recherches qui concernent un grand nombre de malades, c'est-à-dire qui sont rentables. À ce moment-là, les détections qui seront faites sur l'embryon mèneront inévitablement à des interruptions de grossesse. Deuxième aspect, c'est celui dans le cadre de l'aide médicale à la procréation, qui est le tri des embryons en fonction de caractères génétiques que l'on souhaite avoir, que le client souhaite avoir pour l'enfant qu'il commande. Caractéristiques physiques, bonne santé, exemption de toute maladie. Tout cela donne, j'allais dire, l'idée qu'il n'y a pas que des aspects positifs que vous nous présentez par ailleurs à toutes ces recherches. Et il me semble, à titre personnel, beaucoup trop tôt pour statuer. Et à titre personnel, moi, j'y suis opposée, évidemment. Merci. D'autres réactions, d'autres sensibilisations? Faites-nous part un peu aussi, peut-être, de vos recherches pour les uns, interprétations pour les autres. Alors, une question tout en bas. Voilà, alors, madame, et une autre question après en bas. Merci. Oui, bonjour. Donc, c'était au sujet justement des traitements prédictifs. Donc, déjà, la question qu'on peut se poser, c'est face à une probabilité de développer une pathologie, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un d'avoir 5, 10, 15, 20% ?
Déjà, donc en fait, d'avoir cette information, c'est la personne qui reçoit l'information qui se retrouve en charge de gérer cette nouvelle problématique. Alors après, j'imagine avec les conseillers génétiques d'appréhender cette problématique. Donc soit on a le choix de faire éventuellement une chirurgie lourde, c'est un instant T, soit vous parlez des traitements médicaux prédictifs, et là on s'engage sur des thérapeutiques à long terme, avec des effets indésirables, potentiellement de source de nouvelles pathologies. Et donc la question aussi du rapport bénéfice-risque entre ces traitements au long cours, qui sont aussi liés à l'industrie du médicament, et le fait que cette personne-là ne développera peut-être jamais de pathologie. Donc voilà, c'est un questionnement, quoi. Merci bien. Oui, moi je suis un petit peu déformée aussi, parce que je suis généticienne. Je reviens sur l'information à la parentèle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer. Alors je voulais remettre, juste pour compléter ce qui a été dit, dans la majorité des cas, je dirais ça se fait quand même assez naturellement, cette information. C'est-à-dire que les gens ont une information et de façon naturelle, ils informent leur famille et on n'a pas du tout besoin de faire toute cette procédure compliquée. Il faut remettre les choses un petit peu dans la réalité quotidienne. Et j'ai été très intéressée par la réflexion de monsieur tout à l'heure là, sur finalement l'analogie avec HIV, avec la tuberculose, etc. Et c'est vrai que ce serait intéressant que notre juriste là, nous reprécise les choses, mais les personnes qui sont censées donner l'information et qui n'ont pas spécialement demandé la lettre recommandée, s'ils ne veulent pas le faire, et qui ne font pas l'information, ils peuvent être sanctionnés, et assez lourdement, je crois. Est-ce que c'est pas, c'est une question, est-ce que c'est pas un petit peu disproportionné? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer la loi de ce côté-là en assouplissant un petit peu les choses? Parce que je trouve ça un peu lourd quand même. Professeur Jean-René Binet. Oui, alors sur la question de la responsabilité du patient qui s'engage à transmettre l'information et qui ne la transmet finalement pas, le législateur en 2004 ne s'était pas prononcé. Et en 2011, il ne s'est pas prononcé non plus. Mais donc c'est une question qui est une question un peu plus générale et qui ne trouve pas de réponse dans la loi, en réalité. Quel est ici le champ de la mise en jeu de la responsabilité? C'est le droit commun. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est la règle générale. Ici, si la personne de la famille était en mesure, si, ayant l'information, la personne de la parentèle avait eu la possibilité de mettre en œuvre un traitement lui évitant l'apparition d'un dommage, elle a subi un préjudice qui est causalement relié à la faute commise par celui qui devait transmettre l'information et ne l'a pas fait. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là que s'envisage ici la question de la responsabilité. Mais ce n'est pas tarifé. Vous voyez, les sanctions assez lourdes, non. En réalité, ici, le juge va réparer le préjudice. Et donc, il ne peut pas y avoir de disproportion parce qu'il va réparer le préjudice. En fonction de l'importance du préjudice, la condamnation, qui est une condamnation à des dommages et intérêts, sera plus ou moins importante. Alors, voilà, ça, c'est une réponse c'est la réponse sur la question purement juridique. Il y a eu un débat sur le point de savoir si on était bien dans ce cadre-là ou pas, mais l'un des textes d'application de ce dispositif-là le prévoit. Alors, dans une note de bas de page, mais enfin, ici, désormais, les choses sont assez claires. Ça ne veut pas dire que, effectivement, pour le patient, pour l'individu, à qui on a appris qu'il était porteur d'une maladie, et qu'en plus, on soumet à cette obligation de transmettre la maladie, la situation ne soit pas particulièrement difficile à vivre. Ça, c'est tout à fait certain. Je crois que, encore une fois, c'est une chose que le législateur a eu en tête ou en vue lorsqu'il a créé ce dispositif. Mais je ne veux pas donner l'impression de justifier à tout prix ce dispositif. Il est imparfait et il le sera nécessairement parce qu'on est ici dans un conflit de droits, de libertés, de valeurs qui est très important. Le secret médical, le droit de ne pas savoir, l'obligation d'éviter l'apparition d'un dommage chez un membre de la famille, etc. Et donc, je crois que toute solution qui serait trouvée par le législateur serait par nature imparfaite. Si le législateur ne fait rien,
eh bien ceux qui n'ont pas l'information pourraient dire, attendez, nous on aurait bien aimé la connaître, cette information, on aurait pu faire quelque chose. Donc je crois qu'ici il y a une illustration de la grande complexité des questions de bioéthique. Si elles appelaient une réponse simple et définitive, et, je crois qu'il n'y aurait pas tant de débats. Je crois que les débats sont aussi là pour signaler les choses qui ne sont pas parfaites, peut-être pour les améliorer. Si la loi si les états généraux de la bioéthique peuvent servir à ça, ils servent à quelque chose. Hein, donc, merci de cette précision. Monsieur. Oui. Voilà, je voudrais nous signaler un cas très particulier qui m'a posé question durant mon activité. J'étais président du tribunal régional du contentieux de l'incapacité. Et je ne cite pas de nom, mais j'ai été confronté à un problème. C'est une famille de Quimper qui présentait des anomalies génétiques et qui ont eu jusqu'à 4 enfants, tous aveugles. Et évidemment, il y a une conséquence sociale à cela. C'est que chacun d'eux bénéficiait de arrivée adulte de l'allocation adulte handicapé. Et donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir dans le certificat prénuptial un risque pour les enfants consécutif à l'anomalie génétique constatée qui était particulièrement grave, afin qu'ils puissent en décider ou qu'éventuellement on puisse leur dire écoutez, il faut arrêter. Je ne sais pas. La deuxième question que je voulais vous soumettre ne concerne pas cette assistance médicale à la procréation, mais plutôt la nouvelle version de la loi Leonetti. La loi Leonetti donne tout pouvoir d'arrêter un acharnement thérapeutique aux médecins. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution parce que ça peut entraîner effectivement dans les familles, et compte tenu des relations familiales, des conséquences particulièrement graves. Et je crois que c'est plutôt, me semble-t-il, au conseil de famille d'en décider, après effectivement avis de la commission médicale. Merci. Peut-être sur ces deux points, rapidement. Deux réponses très, très, très rapides. Le certificat prénuptial n'existe plus. Donc c'est une question qu'on ne pourrait pas poser dans le cadre du certificat prénuptial. Ensuite, pour le reste, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus de certificat prénuptial, il n'y a plus d'examen prénuptial lorsque les individus veulent se marier. C'est la première chose. La loi Leonetti, ce n'est pas tout à fait le débat du jour, mais la nouvelle version de la loi Leonetti ne prévoit pas pour les médecins la possibilité de l'acharnement thérapeutique, de toute façon. Hein, l'obligation pour les médecins de s'abstenir de toute obstination déraisonnable, qui est prévue dans le code de déontologie médicale, elle est maintenue. Donc voilà, la loi ne prévoit pas ça, ne le permet pas. Voilà. Merci pour cette nouvelle précision. D'autres réactions, sensibilisation, des points à nous faire partager? Alors, oui, on vous écoute. C'est une question assez limitée, mais je me posais la question pour les femmes enceintes à qui on propose des tests de diagnostic prénatal. Est-ce qu'elles peuvent refuser ces tests sans qu'il y ait trop de pression pour qu'elles les fassent? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un choix qui est envisagé de refuser les tests prénataux? Laurent Basquier, peut-être? Oui, alors oui, évidemment, ce n'est qu'une proposition, il n'y a jamais d'obligation en la matière. Et évidemment, ce choix est respecté par tous les praticiens avec qui je travaille, en tout cas. Donc voilà. Sans pression, je ne suis pas à la place des praticiens qui exercent leur métier, mais ça fait partie, comme l'a dit Dominique Sober-Lyonnais, du code de déontologie. Là, c'est plus une question d'éthique, c'est une question de comportement personnel vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous. Après, évidemment, on n'est pas dans la peau de chacun. Alors, Madame. Oui, bonjour, moi je suis aussi praticienne hospitalière, mais du côté de la maternité, je suis sage-femme et du coup en anténatale.
Et je voudrais insister sur quelque chose qui est le droit à l'information des patientes et à une information éclairée, parce que ça, c'est la base de toutes nos consultations. Et effectivement, il n'y a pas de diagnostic anténatal, comme le disait Laurent Pasquier, si la patiente ne le souhaite pas. Et ça va même beaucoup plus loin, puisqu'effectivement, quand on a fait un diagnostic, une amyosynthèse, et qu'il y a par exemple une trisomie 21, la patiente a des consultations spécialisées avec des pédiatres, elle a eu une autre information éclairée avec d'autres praticiens afin de lui expliquer exactement qu'est-ce que c'est que la trisomie 21, et si ces patientes ne désirent pas interrompre la grossesse, elles n'interrompent pas la grossesse, et on les suit, et elles ont leur consultation, et les bébés naissent. Donc, moi j'insiste beaucoup, le quotidien, c'est l'information aux patientes et la libre décision des couples. Merci à vous. Alors, il y aura Madame. On vous écoute. Bonjour. Voilà, donc j'ai une question, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de réponses à m'apporter. C'est dans le cadre de la définition de la maladie grave. On a parlé des séquençages à haut débit qui arrivaient, qui nous permettront bientôt de dépister de plus en plus de maladies dans le cadre du DPNI, dans le cadre des dépistages préconceptionnels. Et j'aurais voulu savoir quelles autorités, quels organismes ou sociétés savantes ou professionnelles décideraient de finalement quelles maladies graves devraient être dépistées. Quelles en seraient peut-être est-ce que vous en auriez peut-être une définition, et ça, ce serait la première question. Et la deuxième question serait pour monsieur, dans le cadre de la loi, quelle loi finalement autorise ou interdirait les dépistages préconceptionnels chez les couples en France, sachant qu'il est déjà autorisé dans certains pays en Europe notamment, et puis est-ce que les couples seraient autorisés finalement à revenir en France avec des résultats de ce diagnostic préconceptionnel, et quelles en serait la prise en charge en France? Alors, je suis désolée, j'ai finalement trois questions. Merci. C'est pas grave. Je commence à répondre. La première, d'abord, merci pour ces questions qui sont vraiment, je trouve, très pertinentes et qui éclairent le débat. Parce que finalement, voilà, on est là, nous sommes là justement pour parler de la place, pour évoquer la place du diagnostic préconceptionnel. Et à mon sens, le diagnostic préconceptionnel, il est déjà là. J'ai évoqué tout à l'heure avec la mucoviscidose et les tests que l'on fait chez les apparentés de proche en proche, parce que c'est assez faisable. On a un panel d'un certain nombre de mutations qui fait que c'est faisable. Le deuxième point, le fait d'avoir introduit de façon, je dirais, subreptice dans la loi sur l'information de la parentèle, entre virgules, y compris le conseil génétique, c'est déjà la porte ouverte au préconceptionnel. Et maintenant que la question que vous posez est très importante, parce que jusqu'à maintenant, le législateur n'a pas fait de liste de maladies pour lesquelles il y a un accès possible au diagnostic prénatal. On pourrait dire néanmoins que la trisomie 21 est le premier d'une liste, mais il n'y en a pas d'autres. Donc il n'y a pas de liste a priori pour lesquelles on retient la recevabilité d'une demande, en fait pas tant de diagnostic prénatal, mais d'interruption médicale de grossesse. Et on peut se dire finalement, quand on regarde les rapports d'activité de l'Agence de la biomédecine, qu'on a une liste a posteriori, puisque dans le rapport d'activité, il est listé les maladies pour lesquelles un diagnostic prénatal a été réalisé. Moi, il me semble sage que, quand même, voilà, peut-être je pense qu'on va aller, on va aller vers le préconceptionnel. Il faudra voir, voilà, sur cette liste de maladies, je dirais, a posteriori. Ensuite, mais je reviens sur le fait qu'il n'y ait pas de liste a priori, c'est aussi une façon de permettre à l'équipe médicale, au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, de prendre en compte la singularité de la gravité de la situation pour les couples, pour chaque couple. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête, prendre en compte cette singularité des situations. Voilà. Je propose d'arrêter là dans ma réponse, laisser la parole Alors, professeur Binet. Moi, je vais essayer de répondre à votre double question.
La première, c'est quelle loi pourrait interdire le diagnostic préconceptionnel? Quelle loi pourrait l'autoriser? Les lois dont on parle. Est-ce que la loi pourrait le faire? C'est peut-être plutôt ça, ou est-ce que des valeurs supérieures à la loi, la Constitution, des normes internationales contraignantes, interdiraient de le faire? Comme ça, je ne vois pas. Donc c'est une éventualité qui est sur la table, enfin c'est une possibilité qui est ouverte. Ensuite, ça ne veut pas dire que le législateur ira vers ça ou qu'il n'ira pas, mais je crois qu'en la matière, il a les coups des franches, sauf à considérer que dans la mise en œuvre de ce diagnostic préconceptionnel, il y ait des visées eugénistes cachées, auquel cas on rentrerait sous le coup de la prohibition des pratiques tendant à la sélection des personnes, et ça j'en ai déjà parlé. Enfin, donc, sous cette réserve, je crois que le législateur pourrait le faire s'il le souhaitait. Ensuite, la question d'informations obtenues par un couple à l'étranger qui ensuite souhaiterait en faire état dans le cadre d'un projet procréatif en France. C'est ça. Alors, je ne suis pas sûr de saisir le problème. S'il s'agit pour ce couple d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation, eh bien, le recours à l'assistance médicale à la procréation, dans ce cas-là, est fondé sur la volonté de ne pas transmettre une maladie. Si le couple se sait porteur de la maladie, s'il a des informations, il lui suffit d'en faire état, et alors c'est l'équipe d'assistance médicale à la procréation qui constatera que la condition est remplie et lui permettra d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Le fait que l'information médicale vienne de l'étranger, en soi, ne pose pas de problème particulier. C'est pas comme si les gens avaient fait un truc excusez-moi, c'est pas comme si les individus avaient fraudé à la loi et que, enfin, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Merci pour ce complément d'infos. D'autres questions, monsieur? Oui, bonsoir. J'avais une réflexion un petit peu générale sur les tests génétiques. Donc, on va en faire de plus en plus, de façon de plus en plus générale sur l'ensemble des gènes. Et ça va conduire forcément à une sélection pour éviter certaines maladies, sachant que ces gènes, on ne connaît pas forcément toutes les implications que ça peut avoir. Ces gènes pourraient aussi protéger de d'autres maladies qui pourraient éventuellement revenir après. Donc, y a-t-il pas un risque d'appauvrissement de la diversité génétique de l'homme? Et est-ce que ça pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir de l'homme? Merci. Peut-être ça amène peut-être un développement, une petite réponse, pas forcément. Oui, non? Professeur? Peut-être très rapidement, je pense que vous faites peut-être une analogie avec les discussions qu'on a sur les OGM dans l'agriculture, enfin, où il y a un vrai problème de biodiversité. Là, je pense qu'on en est loin. Et puis, enfin voilà, donc, je pense que c'est une hypothèse, enfin, si j'ai bien compris les choses. Et après, je pense qu'il faut compter, et on revient sur ce que vous aviez dit, c'est-à-dire, on a un taux de mutation spontanée qui est important, qui fait que je crois que notre biodiversité humaine est là et pour longtemps. Et voilà. Ce qu'il y a, c'est que excusez-moi, les parents vont de plus en plus ne pas vouloir de certaines maladies, et ça risque de se généraliser si les parents ont l'information comme quoi il y a certains gènes qui pourraient être transmis. Donc ça va se systématiser forcément dans les années à venir. Et donc là, il y aura forcément un risque d'appauvrissement du patrimoine génétique. Juste, pour rappeler un petit point technique, c'est que la plupart des mécanismes génétiques responsables de maladies ne sont pas héréditaires. C'est-à-dire qu'on ne la trouve pas ni chez le père ni chez la mère, parce qu'elle se constitue au moment de la conception de l'enfant, ou un petit peu avant, ou dans les gamètes. Mais, donc, ça serait une illusion de penser que le fait de faire, par exemple, en préconceptionnel, un test génétique à tous les futurs parents puisse dépister toutes les prédispositions génétiques avant la conception de l'enfant.
Merci pour cette précision. Je voulais juste ajouter un mot, parce que nous raisonnons tout à l'heure comme si, vous parliez de la diversité humaine, des risques qu'elle pouvait courir, mais on raisonne comme si l'homme était le produit de ses gènes. Je me souviens de ce que disait il y a déjà une quarantaine d'années le biologiste François Jacob. L'homme est programmé, le cheval est programmé pour galoper, l'oiseau pour voler, l'homme, lui, est programmé pour apprendre. Et donc, ce qu'il voulait dire, c'est que plus on s'élève dans la complexité du vivant pour arriver à l'homme, plus le programme s'ouvre. Si bien que, j'irai au dernier stade, si on peut dire que l'homme coïncide avec ce stade, eh bien, le programme définit non des caractères entièrement déterminés, mais des potentialités qui seront réalisées ou non, et à un degré ou à un autre, en fonction de l'aventure individuelle et de ses interactions avec un milieu affectif, social et culturel. Donc, il s'agit de la diversité humaine, si vous voulez, au sens le plus large, de la hantise que vous évoquiez, je crois qu'il faut prendre en compte, évidemment, ce qui, en l'homme, eh bien, ne doit pas à un strict déterminisme génétique. Merci. Alors, une question là-haut, et puis ensuite on ira un petit peu plus bas. C'est pas une question, c'est juste une observation. Je trouve ces échanges très très riches et en même temps assez complexes, et ça me soulève beaucoup de questionnements que je ne m'étais jamais posés, en tout cas. J'ai bien aimé la phrase du philosophe qu'il y a, je ne sais pas le nom, qu'il y a sans doute des handicaps insupportables, mais pour qui? Effectivement, si on se pose la question pour qui, je vais donner un exemple en fait. Quand j'étais externe en gynécologie, ça m'a beaucoup marqué cet exemple. Il y avait au staff une discussion sur un diagnostic anténatal pour un handicap dans l'enfant. Et puis les deux médecins, les deux chefs discutaient, enfin c'était le staff. Hein. Et puis il y a un qui dit qu'est-ce que je conseille à cette dame? Bon voilà, c'est un enfant qui sera sourd, aveugle, muet, il ne pourra même pas aller draguer les filles. Bon. Voilà. Et puis, l'autre médecin n'était pas du tout du même avis. Il lui dit, écoutez, on va laisser naître cet enfant et tu iras le jeter par la fenêtre. C'était un peu violent, mais pour vous dire, et qu'est-ce que ça me soulève comme question? En tout cas, moi je ne suis pas dans le soin, je suis médecin de santé publique. Les médecins qui sont dans le soin n'ont pas un rôle facile dans le conseil de toutes ces situations. Parce que l'autre question que ça me soulevait, c'était tout à l'heure quand on parlait d'interruption médicale de grossesse, qui jusque-là me paraissait, de mon point de vue en tout cas, pas soulever de questions. Qu'est-ce que c'est dans le serment d'Hippocrate, que je viens de vérifier, c'est mis je ne donnerai pas volontairement la mort. Et je discutais délibérément la mort. Et je discutais avec ma collègue d'en face, qu'est-ce qu'on entend par délibérément? Elle est pensée, c'est sans raison. Moi je disais, peut-être pas que c'est sans raison parce qu'il y a la délibération. Donc, l'IMG, même s'il y a un handicap ou un problème pour cet enfant-là, évidemment c'est volontaire, heureusement, enfin c'est à la demande de la maman ou du papa, bref, des parents. Et on va quand même, comment dire, en tant que médecin, on va honorer ou enfin accepter la demande, aider pour ça. Est-ce que si on se place à l'époque où quand même la médecine c'était beaucoup plus pour soulager, soigner, guérir, traiter, ça peut poser des questions éthiques, de mon point de vue, et ça va mener à l'euthanasie qui est aussi discutée, au fait, aider la personne à mourir. Quand les gens nous disent « j'aimerais mourir parce que la vie n'en vaut plus la peine », ils ont aussi raison. Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas un peu lié? Voilà. Et je me posais même la question, quand on dit donner la mort, quand on voit l'IVG, comment elle est légiférée, tu peux faire l'interruption volontaire jusqu'à un certain âge du fœtus.
Après, quand on va après, c'est quand il y a une raison médicale. Après, quand la personne existe et quand même qu'on la voit tous, on est sur l'euthanasie. Et c'est un peu... Est-ce que la vie, au final, elle commence où par rapport à avoir ses droits? Merci. Docteur. Oui, alors moi j'avais deux questions, ou deux remarques. La première, c'était par rapport à la pression. Alors il est question de la pression que les professionnels mettraient aux femmes. D'abord, je voudrais redire effectivement, comme vous l'avez dit, que c'était d'abord dans l'intention de traiter et que, en tous les cas, il ne faut pas fantasmer sur les personnes qui travaillent sur le diagnostic prénatal. C'est des gens qui souhaitent surtout donner l'information la plus éclairée. Et je pense que justement qui se travaille suffisamment en groupe et s'entoure pour éviter toutes les pratiques et les dérives eugénistes. Donc il faut revenir peut-être effectivement dans le concret de cette activité. Parler de la pression aussi, de l'information à la parentèle, et vous réinterroger sur l'évolution possible de la loi quant à un diagnostic fait chez un mineur. Moi je suis pédiatre, de savoir sur ces parents qui mettent la pression qu'on fasse des diagnostics présymptomatiques sur des mineurs. Pour l'instant, il me semble que ce n'est pas admis. Il y a pour le coup des divergences entre différentes équipes pédiatriques. Et savoir un peu si ça, c'est quelque chose qui va être abordé dans la loi. De la liberté de l'enfant, à savoir, lorsqu'il sera adulte, s'il est concerné ou pas par une mutation génétique. Et une deuxième question, qui rejoint un peu celle de ce matin, puisque nos états généraux de la bioéthique ont pour but d'apporter un avis au législateur qui devra intégrer ces préconisations dans un cadre budgétaire. Je crois savoir qu'il y a de nombreux laboratoires de génétique qui sont en grande difficulté pour faire des diagnostics moléculaires de maladies, et de savoir comment, en allant plus loin dans les prédispositions génétiques, dans le nombre de patients, ou en tous les cas la population concernée, de savoir quels moyens cela nécessiterait. Et monsieur, vous aviez abordé une étude britannique sur ce coût macroéconomique des tests de prédisposition génétique. Merci. Merci. En tout cas, sur le diagnostic présymptomatique des enfants mineurs, la loi, je pense, est relativement équilibrée et ne pose pas trop de difficultés, enfin, de mon point de vue, mais le débat est ouvert. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est interdit en France, donc on ne peut pas faire de diagnostic pré-symptomatique avant l'apparition des symptômes chez un enfant mineur, effectivement, pour respecter sa liberté d'une décision qui concerne sa santé et qui sera à gérer par lui-même lorsqu'il sera majeur. Évidemment, il y a le cadre général, et puis comme toujours en droit, il y a des exceptions, et les exceptions sont que, effectivement, s'il y a un intérêt médical direct pour lui et pour sa santé, à ce qu'on connaisse son statut alors qu'il est encore mineur, à ce moment-là, c'est autorisé. Donc, voilà, donc le cadre général me paraît... et les exceptions paraissent pas trop poser de problème en pratique. On a la pression des parents, mais c'est le rôle du médecin d'y résister. On va prendre parmi les dernières questions, si vous le souhaitez. Alors, monsieur. Puisque c'est une des dernières questions, je voudrais revenir sur la toute première qui a été posée par le professeur Delfrécy, qui est vers quel monde nous allons aller demain. Est-ce que vous pourriez, chacun des intervenants, nous dire, alors avec votre spécialité et sur la question qui est aujourd'hui évoquée de la médecine prédictive et des tests génétiques, vers quel monde pourrions-nous envisager d'aller demain? Peut-être que c'est une question un peu trop personnelle, je ne sais pas, mais... Non, mais ça referme bien en tout cas les échanges d'aujourd'hui. Peut-être un tour de table avec vous quatre, peut-être pour répondre à la question. Vers où aller? Moi, je passe le premier, comme ça, je vais rien dire, et puis mes camarades vont pouvoir... alors, chacun en fonction de sa spécialité, hein, c'était bien la commande. Donc, on va vers un monde de plus en plus normé, avec de plus en plus de droits, de lois, c'est certain. Non, mais sur ces questions, il est difficile de savoir vers quoi juridiquement on tend. Probablement vers la prise en compte des avancées de la science,
mais toujours, espérons-le, avec un débat permettant d'apprécier où se trouve l'intérêt général. Dès lors que le législateur prend toujours le soin de se tenir à distance de l'automaticité qui pourrait résulter de l'avancée de la science, pour toujours interroger les avancées de la science en fonction de l'intérêt général, eh bien le pire n'est pas certain. Voilà. Merci, professeur Binet. Ouais, Même réaction sur à peu près Oui, je ne sais pas répondre à votre question, mais elle me fait penser à une question que j'avais failli traiter comme une question préalable. La question, qu'est-ce que l'homme? Parce que quel homme voulons-nous? Enfin, qu'est-ce que l'homme? Un animal raisonnable? Un bipède sans plumes? Osait Platon une fois, bon, en riant je crois quand même. Moi je dirais, à la manière des enfants, c'est celui qui le dit qu'il est. C'est celui qui dit qu'il est, vous savez. Bon, c'est celui qui se pose la question. Voit-on un chien s'interroger sur sa caninité, un cheval sur sa cabalité? L'homme est le seul être qui se pose la question du sens de son être. Et cette question, je vais essayer de réussir à vous répondre quand même par ce détour, eh bien, je dirais qu'elle restera ouverte tant qu'il y aura des hommes. Étant bien entendu que chacun est libre de sa réponse. Et donc, je souhaiterais, moi, que cette question, qu'est-ce que l'homme? Ce n'est pas un pronostic, c'est un souhait. Donc, reste une question ouverte. Étant bien entendu qu'il vaut mieux se mettre à plusieurs, je dirais à chaque génération, pour répondre à cette question. Parce que l'homme devient ce qu'il est, l'homme, dans sa relation avec l'homme. Professeur Stoppa-Lyonnais. Moi, je dirais, au risque de vous faire frémir, je dirais que c'est vers un monde qui limite les risques de maladie, de handicap, mais en même temps, j'ajoute que de toute façon, même en ayant cet objectif, c'en est pas vraiment un, parce qu'on sait, de façon, je dirais intrinsèque, parce qu'on sait que c'est une quête impossible. Donc, je pense que... Voilà. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant. Il faut proposer des tests dont l'estimation des risques de la maladie associée, de son expression, soit le plus juste possible. Il faut donner des conditions de choix aux citoyens. Conditions, ça veut dire c'est un vrai choix, c'est une information. Et ça veut dire, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est que la recherche sur les maladies génétiques, l'acceptation, l'accompagnement des malades, elle doit être, je dirais, inconditionnelle. Voilà. Donc, continuons d'aller de l'avant, mais je voudrais dire, je ne suis pas une espèce de positive illuminée, parce que je suis en même temps extrêmement pessimiste, et je pense qu'il y a tellement de travail à faire, on n'y arrivera jamais. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer. Voilà. Merci. Alors, il y avait des mains qui se sont relevées. Alors, monsieur, et ensuite, tout en haut. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, Mohamed Zeidouni, je suis le président du conseil régional du culte musulman de cette région. Et je fais partie du comité éthique de groupe hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Nous, en tant que communauté musulmane, on est confronté à un certain nombre de questions. D'ailleurs, fin de vie, accompagnement, les tests, etc. Et ce que je regrette malheureusement, c'est que le religieux n'a pas eu sa parole au sein de cette instance. Je pense que c'était intéressant. Quand je parle des musulmans, je parle aussi de mes frères chrétiens juifs. Donc les trois religions, je pense que n'est-il pas possible ou utile que le religieux aussi a trouvé ou bien trouve sa place dans la société, puisque je crois à plusieurs éthiques. Il y a une éthique religieuse, il y a d'autres éthiques que je respecte. Je pense que c'est intéressant et plus enrichissant qu'on en parle d'un certain nombre de choses du point de vue religieux, parce que ma communauté se voit confrontée à d'abord une certaine méconnaissance par rapport au rite musulman, par rapport à telle ou telle démarche. Je pense que c'est intéressant qu'on associe aussi le religieux dans ce débat que je salue vraiment sincèrement. Merci infiniment. Oui, merci pour votre point de vue. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'expression, effectivement, des différents courants religieux, mais ça va être fait directement auprès du CCNE. Donc les différents courants religieux, musulmans, juifs, chrétiens, seront auditionnés directement par le CCNE, et donc il y aura évidemment une contribution
des pensées à ce niveau-là, et donc ça sera intégré dans la réflexion. Voilà ce que M. Boyce avait annoncé aussi ce matin. Monsieur ? Oui, c'est encore moi. Non, vous ne justifiez pas. Donc j'ai une dernière question, enfin c'est plutôt une question que j'aimerais qu'on se pose chacun justement individuellement et en toute conscience, sachant que potentiellement on a justement des anomalies de notre ADN, alors qu'on n'a peut-être pas été encore détectées. Je parle même pas des failles psychologiques qu'on a tous, hein, mais je parle vraiment de l'ADN. J'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que si ma maman avait eu un diagnostic prénatal, donc en l'occurrence en 89, est-ce que je serais là pour en parler ? Merci. Y a-t-il une dernière interprétation? Je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Poré. À la fois que la question reste ouverte, c'est essentiel, et à la fois on parle souvent de dignité, de conception de l'homme, et notre société n'a plus de conception commune de la personne, parce qu'on a beaucoup parlé de l'eugénisme physique. Je pense que, par exemple, faire disparaître Beethoven parce qu'il est sourd, c'est une forme d'eugénisme douteux. Et il me semble que tant qu'on n'aura pas réussi dans notre société à reconstruire une conception de l'homme dans ses dimensions physiques, psychiques et existentielles, une conception commune sur laquelle on puisse construire, indépendamment de nos convictions, quelles qu'elles soient, eh bien on risque, et on le voit en ce moment, que la société éclate, et je ne suis pas sûr qu'on puisse longtemps vivre en démocratie sans une conception commune, partageable, acceptable par tous, de l'être humain, et je crois que c'est l'enjeu de l'avenir, personnellement. Et j'attire votre attention sur les travaux de Viktor Frankl, qui depuis, il aurait 100 ans aujourd'hui, qui a réellement travaillé à cette reconstruction, et je vous incite à le lire. Merci, monsieur. Je vais demander à Karine Lefebvre de venir nous rejoindre parce que l'après-midi n'est pas encore tout à fait terminé, parce que vous avez eu des questionnaires durant la pause, et ces questionnaires sont vraiment très, très, très importants, très utiles. Questionnaires ce matin pour notre première partie de journée. Pour cet après-midi, eh bien, on compte absolument sur vous pour rédiger et les remettre à l'issue de cette tenue ici. Écoutez, donc je vais effectivement conclure, et encore quand on dit conclure, c'est conclure cette journée, mais comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, c'est une démarche qui commence tout juste, hein, celle des États généraux de la bioéthique. Et je rebondis, je me permets, monsieur, sur un mot que vous avez cité dans votre dernière intervention, le mot de démocratie. Je pense que c'est un très bel exemple de démocratie et très bel exemple de ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui est fait aussi dans les régions. Très bel exemple aussi de la façon dont les citoyens s'en saisissent, parce que vous êtes encore très nombreux cet après-midi. Et finalement, les questions... C'est vrai qu'on se disait avec Brigitte Feuillet tout à l'heure, c'est sur des questions un thème un peu plus technique, donc peut-être que les questions vont... Et finalement, vous en avez eu plein, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il faut aussi situer cette démarche dans une approche comparative à titre... alors, il ne faut pas oublier que le Comité consultatif national d'éthique, ça a été le premier créé au niveau mondial, hein, enfin d'un point de vue national, en tout cas en 83, et qu'aujourd'hui, la démarche des États généraux de la bioéthique, elle va faire des petits, parce que le président Jean-François Delfrécy nous le disait encore il y a quelques jours, il est sollicité par de très nombreux pays, d'ores et déjà, alors que la démarche commence tout juste, pour savoir comment on fait, comment on fonctionne, et puis bien sûr après, ça, il est encore trop tôt pour le dire, mais quels fruits cela a donné. Donc vous avez aussi la liste des autres manifestations sur la région. Restez sensibles, je pense, pour la suite à la façon dont vous pouvez continuer à aller sur le site des États généraux de la bioéthique. Et puis voilà, c'est par petites pierres, marche par marche, qu'on va contribuer à retransmettre, donc au niveau régional et au niveau national, cet avis au plus près du terrain, au plus près des citoyens.
Donc merci encore à tous d'avoir participé, aux intervenants, et puis d'abord à vous, les citoyens. Et puis effectivement, je confirme, je complète la réponse qu'a apportée Laurent tout à l'heure à monsieur qui représentait le culte musulman. Effectivement, je suis bien placée pour en parler. On va commencer cette semaine une série d'auditions extrêmement lourdes, de 200 auditions, dont les principaux représentants des cultes musulmans. Et par ailleurs, le président de la République est en train d'organiser, et il l'a fait cette semaine sur la fin de vie, une série de dîners avec des représentants des différents courants, médecins, juristes, pour échanger sur des thématiques. Voilà. Donc il prend la température et le représentant des cultes musulmans était présent, je peux en témoigner. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci à vous. Laurent Pasquier, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, voilà. Donc, en tant que membre du conseil d'orientation de l'EREB, l'espace de réflexion éthique de Bretagne, quelques mots juste pour vous rappeler, mais vous avez vu les diapos défiler, que vous pouvez toujours adresser une contribution écrite à l'adresse de l'EREB. Je crois que c'est passé, ereb@chu-brest.fr. Vous pouvez également contribuer sur le site du CCNE. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit, les enregistrements des conférences et les diaporamas et les textes seront disponibles avec l'accord des orateurs sur le site de l'EREB. Donc on pourrait retrouver ces conférences qui étaient passionnantes. Et effectivement, sur le site de l'EREB, vous pouvez aussi retrouver les autres dates pour les autres manifestations en Bretagne, et notamment en Ille-et-Vilaine, puisque le 15 mars, au Triangle, on va intervenir. On ira aussi à Fougères avec le docteur Nodex ici présent. Il me reste à remercier Monsieur Beignet, voilà, merci pour cette confiance, de l'animation, des orateurs de la journée. Merci beaucoup. Madame, on peut les applaudir vraiment bien fort, et vous vous applaudissez également pour la qualité de vos questions. Tout à fait. Et juste Madame Feuillet, Madame Lefebvre pour l'organisation de cette matinée et de cette journée en général. Les étudiants aussi qui ont pas mal aidé, bien sûr, et je les remercie, et Monsieur Ledoux pour vous donner les questionnaires et distribuer les micros et tout le reste. Et puis Madame Johanna Karl-Joubert qui était aussi la cheville ouvrière au niveau de l'EREB pour organiser cette journée. Voilà, j'ai fini. Merci à tous.